Je me pose toujours cette question pleine d'essence. Pourquoi Haïti est-elle toujours victime de l'ingratitude diplomatique? La bonne manière m'exige de vous saluer avant d'entrer en matière. Bonjour, bonsoir, selon votre position géographique sur le globe. Mon nom est Jean-Gilles Joseph, c'est-à-dire mon nom colonial, et mon nom de combat, mon nom Kamit, c'est Akhenaton. Dans cette série d'émissions, je vais parler de la diplomatie d'antan d'Haïti. Et ce faisant, les Noirs du monde entier, qui négligent un peu mon pays, le comprendront mieux. Et en long et en large, je vais parler de l'ingratitude diplomatique du monde envers ma chère patrie, Haïti. Mes amis, Haïti a aidé tout le monde, mais personne ne voulait l'aider tout au début de son histoire. Les fondateurs de l'indépendance haïtienne se sont dotés de l'idéal selon lequel Haïti a pour vocation de réhabiliter tous les fils d'Afrique et le continent africain ainsi que sa diaspora. Et ceci, tout peuple opprimé et pris de liberté sans distinction de couleur. Et c'est pour cette raison, après s'être libéré, Haïti tente à libérer tout le monde, principalement toute la race noire. Mes amis, qu'est-ce qu'elle a trouvé en retour? Les faits sont là pour l'attester. C'est l'ingratitude diplomatique, l'ingérence dans sa politique intérieure et extérieure. Et ce qui est pire, les Noirs qu'ils cherchent à émanciper, après s'être émancipés, ne le voient comme une transition historique. Et ce fait est constaté de telle sorte que Léon François Hoffmann fait cette déclaration. Il dit, mais dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec d'une part l'accession des pays africains à l'indépendance et les conquêtes politiques et intellectuelles des Noirs du monde entier, et de l'autre, la régression catastrophique d'Haïti depuis la prise des pouvoirs de François Duvalier, les Haïtiens peuvent malaisément continuer à revendiquer le rôle de réhabilitateurs, d'inspirateurs, d'avant-garde, de sentinelles avancées, de flambeaux d'ethnie africaine. Pour les contemporains de Martin Luther King, de Desmond Tutu ou de Nelson Mandela, le leadership haïtien, étape importante dans l'histoire du peuple noir, a pour l'heure perdu sa pertinence. Et cette parole est très actuelle puisqu'une radiographie politique des leaders politiques africains justifie toute cette parole. On le verra dans le développement et de ce sujet tabou. Mes amis, pour les ingrats, il faut le dire, l'histoire haïtienne a pris fin pour eux. On le garde dans l'oubli totalement. Quelques leaders d'opinion africains seulement en parlent. Les hommes qui sont dans les postes de direction ne font aucun projet de collaboration avec Haïti. Au contraire, c'est Haïti qui cherche toujours à s'approcher de l'Afrique. Cependant, c'est Haïti qui a libéré l'Afrique. Donc, le nationalisme outré des penseurs panafricains va tellement loin, on fait le projet d'unifier le continent africain. Et ils oublient d'inclure Haïti qui a libéré l'Afrique d'une manière ou d'une autre, il faut le dire. Et je me demande à quoi ressemble une fédération africaine sans Haïti. À quoi ressemble-t-elle une fédération africaine sans Haïti? Mes amis, l'égoïsme du panafricanisme continental égocentrique fixe les frontières du projet fédéral disant qu'il ira grosso modo du tropique du Cancer au cap de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Et de ce fait excluant le Caraïbes et d'autres. Et mes amis, ce n'est pas seulement moi qui a critiqué, c'est la Frantz Fanon, Walter Rodney ont critiqué déjà ce prétendu panafricanisme continental outré africain. En effet, je me suis donc posé cette question géostratégique. Est-ce que pour être fédéré, devrait-il être forcément sur le même continent? Ça, c'est une question pleine d'essence. Mes amis, Haïti, mère chérie,
Après avoir aidé les États-Unis à conquérir son indépendance, les États-Unis ne voulaient pas reconnaître la leur. Après avoir aidé les États-Unis à bénéficier également la Louisiane, en retour, on ne trouve que du mépris. Les États-Unis de préférence voulaient lui arracher le Mont Saint-Nicolas et la Navaz. Et après les États-Unis, Haïti, après avoir libéré l'Amérique latine ou l'Amérique espagnole, on la rejette du panaméricanisme. Or, la révolution haïtienne est la mère de ce mouvement panaméricaniste. Haïti a aidé la Grèce à conquérir son indépendance, mais en retour, pas la moindre reconnaissance. Haïti n'a pas seulement aidé l'Amérique espagnole, elle a aidé les Caraïbes anglais, elle a aidé la Grenade, la Jamaïque, en gros toute la Caraïbe. Mais en retour, Haïti ne trouve pas moindre reconnaissance. Et après avoir été libérée, elle a ouvert ses bras pour accueillir les Afro-Américains, des Noirs et des Noirs sur tout le globe. En retour, pas de solidarité sérieuse. De préférence, Frédéric Douglass, Afro-Américain, se servait d'espion du gouvernement américain pour faire perdre à Haïti une de ses îles adjacentes, c'est-à-dire Mont Saint-Nicolas. Mes amis, Haïti a joué un rôle d'avant-gardiste dans la Société des Nations qui serait devenue l'ONU pour plaider en faveur de la liberté des pays d'Afrique. Elle a voté contre certains grands pays d'Europe. Elle a obtenu des sanctions économiques. Elle a tout accepté pour l'émergence des pays africains. En retour, pas la moindre solidarité sérieuse. Elle a contribué avec ses finances pour les aider à prendre leur indépendance, bien qu'elle n'en a pas assez pour nourrir ses propres enfants. Même dans l'UA, c'est-à-dire dans l'Union africaine, elle n'est pas bienvenue. Haïti a voté pour qu'Israël soit reconnu comme une nation. En retour, il n'y a aucune reconnaissance. Elle a aidé la République dominicaine à conquérir son indépendance. Mais en retour, des présidents dominicains adoptaient après tout les théories racistes de l'Occident pour dire que nous sommes inférieurs à eux parce qu'on est des nègres. On soulève des conflits concernant les frontières qui nous délimitent. Mes amis, de nos jours encore, le pays est gangstérisé. On fait des théâtres. Sur le plan géostratégique, personne ne voulait prêter attention à nos cris. Et on prêtait l'attention à tous ceux qui se trouvent dans l'oppression, dans la servitude. Et en retour, on reçoit du mépris de la part du monde entier. Mes amis, Roberto Maïl a tout résumé dans cette déclaration. Il a dit quels que soient les succès obtenus par les Haïtiens, ils les doivent à leurs propres efforts. La chrétienté qui avait l'esclavage en horreur et qui a grand cri demandait son abolition a négligé ce peuple qui s'est émancipé lui-même et au moment il avait le plus besoin de son aide et de son assistance. Bien qu'il y ait à peine une trentaine d'années depuis que notre pays réclamait l'abolition de l'esclavage et se montrait désireux d'améliorer la condition des affranchis, nous n'avons prêté ni concours ni montré de sympathie aux Haïtiens qui, les premiers, ont levé l'étendard de l'émancipation sur le continent américain. Tous ceux qui lisent l'histoire diplomatique d'Haïti peuvent le constater bien rapidement. La politique extérieure d'Haïti peut se résumer dans ce proverbe créole « rendre service, bail chagrin ». Ce qu'on peut dire en français, toutes les fois que je donne une place vacante, je fais ça un ingrat. Mes amis, certains sociologues voient les racines de notre sous-développement dans l'idée visant à émanciper tous ceux qui se trouvent dans la servitude, dans l'oppression, dans le mépris et dans l'avilissement. En effet, Charles Moravia estimait que l'une des causes de nos malheurs, le 16 septembre 1915, est cet idéal de nos pères en proclamant l'indépendance haïtienne de se poser en champion de la race noire tout entière et de donner comme idéal au peuple nouveau-né la régénération et le relèvement de tous les fils de la foule. Et ce que dit Charles Moravia paraît totalement vrai. Mais je vous garantis que cette conception visant à défendre les opprimés constitue le fond de notre diplomatie d'antan et moderne. Mes amis et diplomates haïtiens, aussi renégats soient-ils, ne peut nier cela. Il y a des dilemmes dans lesquels se trouve un diplomate haïtien, il y a des décisions qu'il ne prendra jamais. Il faut être clair. Mais des décisions qui vont à l'encontre de l'idéal ethnocentrique
posé par nos aïeux, mes amis. Un diplomate haïtien ne va pas rejeter cela. Il est clair tel que le jour, puisque Leslie Maniga, docteur en sciences politiques, professeur à la Sorbonne, ancien président d'Haïti, déclare avec raison: ainsi il existe chez nous, pour orienter notre politique étrangère, des traditions qui invoquent l'histoire et qui imposent la volonté collective. Ce sont de telles traditions qui, j'aime à les répéter, ont la valeur de credo pour tout Haïtien. Et ce que dit Maniga est vrai. Mes amis, vous vous souvenez que Jovenel Moïse avait voté contre les Venezuela en faveur des Américains. Mes amis, cela a attiré le mépris de tous les pays comme un seul homme. Et ce qui justifie à quel point nous sommes fidèles à nous-mêmes. On dit que les Haïtiens ferment les yeux sur les problèmes qui les rongent à l'intérieur pour voler au secours des opprimés. Ce n'est pas mauvais cette attitude en politique. Mais en politique, les vices sont les vertus. C'est pour cela le théoricien politique le plus lu et le plus écouté en Occident est Machiavel. Et ces derniers n'avaient aucune honte d'ériger le criminel César Borgia en modèle politique le plus accompli. Donc, on répète souvent en Occident, en politique, la reconnaissance est une lâcheté. Donc, on ne peut rien espérer des ingrats. Tout le monde sait que l'ingratitude est un vice. Mais en politique, en Occident, elle est la plus grande vertu. C'est pourquoi, si les Haïtiens restent là, attendant le secours des États-Unis, de l'ONU, du Kenya, du Bénin, ils se sont tous foutus. Et c'est pour ça, mes amis, il faut être clair. Dans les jours passés, des étudiants noirs américains font des meetings pour exprimer leur sympathie avec Israël. Mais ils ferment les yeux sur la situation haïtienne. Il semble qu'ils croient qu'ils sont des juifs uniquement parce qu'ils sont noirs. Donc, mes amis, Haïti a été rejeté de l'Union africaine. Cependant, Israël a été accepté. Mes amis, quelle incohérence. Et il est clair, les ingrats ont oublié que cette relation russo-africaine, qui apparaît comme un véritable salut pour l'Afrique contemporaine, a été frayée par la relation diplomatique russo-haïtienne. Parce que dans la diplomatie d'antan haïtienne, le roi Henri Christophe, par le biais de l'abolitionniste Clarkson, avait écrit au star Alexandre de Russie, Alexandre Ier de Russie, de plaider en faveur d'Haïti auprès de la France pour que la France puisse reconnaître l'indépendance haïtienne. Et Christophe présente les bien fondés de la révolution haïtienne, le sort des nègres esclaves. C'est pour cette raison, depuis 7 ans, la Russie a un penchant sur la situation des nègres un peu partout sur le globe. Mes amis, il faut se rappeler que cette dialogue russo-haïtienne s'est perpétué jusqu'au président Boyer. Certes, on doit admettre qu'Haïti est le premier pays noir entré en relation avec la Russie pour militer contre l'hégémonie et la multipolarité occidentale. Ainsi, les Africains semblent oublier de la situation où se trouve Haïti. Les Noirs du monde entier devraient se tenir debout comme un seul homme pour résoudre cela. Si la nation haïtienne est engloutie, cela symbolisera la défaite de la race noire tout entière sur tous les points du globe. Mes amis, il est important de vous rappeler que je ne suis pas le concepteur du concept ingratitude politique ou diplomatique. Leslie Maniga, expert dans les relations internationales, dit de Bolivar, qui avait oublié les bienfaits d'Haïti dans la lutte de la libération des peuples latino-américains. Leslie Maniga dit, comme dans le cas de Bolivar, d'être victime de la mémoire oubliée, sinon même ingrate du politique, alors dominé par des soucis de nos opportunistes malsains inspirés par des considérations liées à la raison d'État. Donc là, on peut voir d'une manière ou d'une autre l'apparition du concept ingratitude diplomatique dans ces phrases. Et ensuite, il faut dire que je ne suis pas expert en géopolitique, mais je sais parfaitement bien, selon les ouvrages que j'ai consultés sur la matière, la mémoire, l'histoire joue un grand rôle en matière de la géostratégie. Ainsi, Bruno Tettray, spécialiste de géopolitique, nous dit ceci. Rarement, le passé a été aussi présent. Jamais, à l'époque moderne, il n'a eu une telle importance dans les relations internationales sur la scène géopolitique. Dans un monde prétendument sans mémoire, l'histoire fait irruption partout.
Dich veut restaurer le califat et effacer les frontières coloniales. La Turquie et l'Iran s'inspirent de leur passé impérial. La Chine justifie ses droits sur les îles adjacentes à son territoire par les cartes antiques. La Russie annexe les lieux de son prétendu baptême. La Hongrie octroie des passeports aux anciens sujets de l'Empire. En Europe, les migrants sont vus comme les nouveaux babas. Et il est vrai, le passé est vivant. Jamais on n'évoquera pas la mémoire diplomatique d'antan d'Haïti pour voir les bienfaits de ce pays pour agir en conséquence. Et c'est pour cela, pour ce que fait Haïti dans ce monde, les dons seulement qu'elle devrait recevoir suffira pour son développement. Mais les pays auxquels elle avait apporté son soutien sont des ingrats. Mes amis, entre autres les États-Unis, la Grèce, la Grenade, le Mexique, le Cuba, le Venezuela, pour dire ça, la Jamaïque, la Colombie, la Libye, Israël, le continent africain en général et les afro-descendants sont tous des ingrats si Haïti est telle qu'elle est aujourd'hui. Mes amis, restez là, regardez toute la vidéo. Ensuite, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. On va ressortir un peu l'histoire de tout cela pour savoir en quoi ces pays sont bêtement ingrats diplomatiquement. Parlons d'abord des États-Unis d'Amérique. Avant d'aborder les autres pays qu'on juge être ingrats à l'égard d'Haïti. Et notez bien qu'il s'agit ici de la première émission de la série Diplomatie d'antan d'Haïti. Et les autres séries viendront après. Et selon toute l'histoire d'Haïti et celle des États-Unis, des Haïtiens qui allaient être plus tard des vétérans de la guerre de l'indépendance haïtienne avaient embarqué à Saint-Marc, Haïti, afin d'aller aider les Yankees, c'est-à-dire les Américains, à se débarrasser des Anglais sur la terre des 13 colonies. En y arrivant, ils séjournaient à Samana, dans une zone aux États-Unis. Et de retour en Haïti, ils débarquent à Saint-Marc. Et c'est pour cela qu'il y a une rue qui se nomme dans cette ville, rue Samana. Et je fréquente souvent cette rue parce qu'il s'agit de ma ville natale, dans laquelle je vis toujours. Donc, je sais parfaitement bien ce que j'ai dit là. Maintenant, il est important de vous rappeler que le général Henri Christophe, qui serait par la suite le roi d'Haïti, avait été fusillé lors de la guerre de l'indépendance américaine qui s'était déroulée entre 1775 et 1783. Mais Christophe a été survécu. Donc, cela veut dire que le sang de nos aïeux avait été répandu pour donner naissance aux États-Unis d'Amérique. Et en retour, les États-Unis, au lieu de collaborer avec nous, s'opposaient farouchement à l'indépendance haïtienne. Les archives historiques sont là pour l'attester. Mes amis, le sénateur Benton de Missouri déclare entre 1823, où l'on discute la doctrine de Monroe, et 1826, lors du congrès de Panama. Il dit que notre politique vis-à-vis d'Haïti a été fixée il y a 30 ans. Nous commerçons avec elle, mais aucune relation diplomatique n'avait jamais été établie entre nous. Nous achetons d'elle du café et que nous payons, mais nous n'échangeons ni consul ni ministre. Nous n'en recevons ni consul mulâtre ni ambassadeur noir. Et pourquoi? Parce que la paix des 11 États ne permet pas à une insurrection nègre réussie de devenir un objet de parade. Mes amis, après Benton, Abraham Lincoln, malgré son prétendu idéal humaniste, répétait en 1861, il déclare que je n'ai pas le droit d'émanciper les esclaves, à moins qu'il ne s'agisse de la sauvegarde de l'Union. Mon but suprême dans cette lutte est de sauvegarder l'Union,
ce n'est ni de sauver ni de détruire l'esclavage. Et si je pouvais sauver l'Union sans libérer un seul esclave, je le ferais. Si je pouvais la sauver en libérant certains esclaves sans m'occuper des autres, je le ferais aussi. Ce que je fais à propos de l'esclavage et de la race de couleur, je le fais parce que je crois que cela peut aider à sauver l'Union. Mes amis, cette déclaration est claire. Tout cela laisse voir que la révolution américaine n'est pas une révolution anti-esclavagiste. C'est une révolution d'opportunistes économiques, une révolution capitaliste. Donc, il faut être clair. Les Afro-Américains doivent savoir que la révolution haïtienne est la seule révolution anti-esclavagiste du monde. De ce fait, c'est Haïti qui a libéré tous les Noirs du monde entier. Pourquoi pas les Noirs d'Amérique, les Noirs, les Afro-Américains. Et c'est pour cette raison, les Afro-Américains qui vivaient là aux États-Unis n'ont aucun compte à rendre à Abraham Lincoln, d'après cette déclaration. De préférence, ils ont des comptes à rendre à Dessalines, parce que Dessalines est le père de la libération de la race noire en général. Et on peut le constater, après les avoir aidés à repousser les Anglais, ils ne veulent même pas avoir des relations diplomatiques avec nous. Donc, le moteur de la politique occidentale est machiavélique et utilitariste, il faut le dire. Et pour eux, pour les Occidentaux, la fin justifie les moyens. On peut tout faire pour atteindre un but en politique en Occident. On a seulement utilisé les Noirs pour repousser les Anglais, mais après, on les classe dans le même statut d'esclaves, de singes d'humanité inférieure. Et mes amis, les Noirs se montrent toujours imbéciles parce qu'ils sont toujours prêts pour se mettre au service du blanc, même s'ils savent que sa statut ne changera jamais. Et c'est pourquoi le colon dit souvent le noir est un grand enfant. Et la plus grande partie de l'humanité noire confirme cela par son comportement vis-à-vis du blanc. Et ça, c'est un fait avéré. Voici un autre fait haïtien, un bienfait haïtien à l'adresse des États-Unis d'Amérique. C'est la Louisiane. Les Français et les Américains étaient en guerre. Les États-Unis convoitaient la Louisiane de toutes leurs forces. Alors qu'à l'époque, Saint-Domingue était sous la gouvernance de Toussaint Louverture. La Louisiane était un territoire français, donc la Louisiane était l'affaire de Toussaint Louverture. Et Toussaint Louverture était très admiré par les Américains de l'époque, parce qu'il avait de bonnes relations commerciales avec eux. Et Toussaint avait tenu tête aux Français pour les empêcher d'atteindre la Louisiane. Et Toussaint avait une importance capitale aux yeux des politiques américains à l'époque, tels que le sénateur Hamilton, Jefferson, John Adams, Livingston. Donc Samuel Flagg Benny, un vétéran écrivant sur l'histoire diplomatique des États-Unis, affirme qu'on a une reconnaissance de facto du gouvernement quasiment indépendant de Toussaint Louverture. Donc, de ce fait, la Louisiane était totalement sur un terrain géostratégique. Ainsi, l'historien américain Henry Adams écrit dans l'histoire des États-Unis, il dit, avant de pouvoir atteindre la Louisiane, Bonaparte était obligé de détruire le pouvoir de Toussaint Louverture. Mes amis, après tout cela, qu'est-ce qu'on a trouvé en retour? C'est le mépris, le vol. Parce que Toussaint Louverture, après son arrestation, il fut transporté au Fort-de-Joux en 1803. Et Napoléon Bonaparte lui envoyait son aide de camp, Caffarelli, pour discuter avec Toussaint Louverture concernant sa fortune qui se trouve sur ce compte en banque à Jamaïque, en Angleterre, principalement aux États-Unis. Il faut se rappeler qu'avant tout, Edward Stevens, consul américain, fut conseiller de nombreux commerçants américains à Saint-Domingue dans les années 1799-1801. Donc, Toussaint Louverture était l'ami de Stephen Girard, marchand de Baltimore, qui sponsorisait l'élection présidentielle de Thomas Jefferson en 1800. Donc, vous pouvez voir que l'influence de Toussaint Louverture. Même après la mort de Toussaint Louverture, mes amis, la question de sa fortune fut d'actualité. Et c'est ainsi que
Isaac Louverture, fils de Toussaint Louverture, écrivait en 1840 la banque de Philadelphie pour rechercher la fortune de son père. Mes amis, il faut dire que la banque refuse de répondre à Isaac Louverture et la banque ne dit un mot sur la fortune de Toussaint Louverture. Mes amis, il est clair, on volait la fortune de nos aïeux. Oui, si nous sommes pauvres, nous autres haïtiens, c'est parce qu'on nous a volé. Les Américains ont volé les biens de nos aïeux. C'est clair, mes amis. Donc, après que Toussaint les avait fait bénéficier la Louisiane, on a volé ses fortunes comme récompense, mes amis. Quel peuple ingrat est donc les Américains. Entre autres, il faut dire, seul Wendell Phillips avait honoré la mémoire de Toussaint Louverture aux États-Unis et quelques autres. Mes amis, quelle ingratitude diplomatique de la part de la plus grande puissance au monde. Mes amis, il est clair, en politique, pour eux, la reconnaissance est une lâcheté. Et il faut dire, en venant de citer Toussaint Louverture, il faut dire en parenthèse, ils ont même oublié que la ville de Chicago a été fondée par un Haïtien, Jean-Baptiste Prince-Dissab, et Saint-Macroix comme moi. En récompense, les ingrats fondèrent une petite école à Saint-Mac pour honorer la mémoire de Jean-Baptiste Prince-Dissab. Tout cela montre à quel point ils sont ingrats, parce qu'on ne mérite plus que ça. Au lieu d'admettre cela, les Américains veulent faire disparaître Haïti de l'Amérique. Mes amis, quelle ingratitude diplomatique. Mes amis, le même historien dont on vient de citer tout à l'heure dit à propos de Toussaint Louverture, il dit peu d'Américains ont réalisé ce qu'ils doivent au courage de Toussaint Louverture. Mais il a tenu les avenirs dans ses mains. Si lui et ses compagnons noirs succombaient aisément au coup du sort, le projet d'un empire français s'éplanterait progressivement dans toute la Louisiane et s'étendait jusqu'à la zone du Mississippi. Si Saint-Domingue résiste et réussit dans sa résistance, l'agresseur repoussé étendra ses forces sur l'Europe, laissant l'Amérique poursuivre son destin démocratique dans la paix. Mes amis, Henri Adam dit de ce fait géohistorique, il dit si Toussaint Louverture et ses successeurs n'avaient pas retenu, défait et finalement détruit les légions de l'éclair, des milliers de Français pourraient avoir occupé la Nouvelle-Orléans et Saint-Louis, avant que Jefferson eût pu rassembler une brigade de miliciens à Nashville. Et donc, il faut dire que dans la guerre de l'indépendance haïtienne se trouvait le destin de la Louisiane. Et c'est pour cela, mes amis, que l'on veuille ou non, c'est Toussaint Louverture qui a donné la Louisiane aux Américains. Et après cela, on l'obtient de Bonaparte avec une paille monnaie.